Bonjour et bienvenue pour la 7e émission du Grand Rebond. L'émergence de nouveaux modèles de développement qui vont dans le sens d'une économie durable et humaniste pourrait être freinée ou balayée par trop de mal-être ou de misère sociale. Et en réponse à ces challenges, on a l'économie sociale et solidaire qui se développe, qui inspire progressivement les acteurs plus traditionnels qui bâtissent actuellement leur raison d'être et leur démarche RSE avec la volonté de plus en plus forte d'avoir un impact sociétal positif. D'une manière générale, on peut considérer que les acteurs économiques ont pris largement conscience que pour se développer, il était essentiel que toutes les parties prenantes se portent bien et ne soient pas défaillantes, les clients, les collaborateurs, les fournisseurs et même, on l'a vu récemment, le système de santé ou encore le système éducatif. C'est donc de solidarité dont nous allons parler aujourd'hui avec l'exemple d'une entreprise qui depuis 20 ans l'a placée au cœur de son développement. Nous recevrons dans un instant Serge Bizwern, qui est le président fondateur du groupe Dom+, dédié à l'accompagnement des personnes pour une protection globale dans les domaines de la santé, du vieillissement, du logement et des fragilités. Puis François Deroux nous apportera son témoignage en tant que directeur des Petits Débrouillards, de par son engagement dans le milieu associatif, social et éducatif. Et enfin, Bruno Tesson, président fondateur du campus des dirigeants, interviendra pour réagir aux propos de Serge et aux témoignages de François. Bonjour Serge. Bonjour Michael. Merci d'être avec nous. Je vais te présenter en quelques mots. Tu as débuté ta carrière comme DRH, puis dirigeant d'une filiale du groupe Orange. Ensuite, tu as créé le groupe Initiative, une société de conseil spécialisée dans les politiques publiques et la stratégie. Et depuis 20 ans, après avoir travaillé sur la réforme hospitalière de 96, tu développes le groupe Dom+ en tant que président fondateur. Dom+ travaille pour le compte d'organisations collectives comme des organismes de protection sociale, des mutuelles, des assureurs, des entreprises ou encore des services publics. Et vos solutions aident les bénéficiaires à être acteurs de la prise en charge de leur situation de vie, aussi bien pour l'entrée dans l'emploi, la gestion de la parentalité, le déménagement, le décès d'un proche, l'hospitalisation, les accidents. Évidemment, tous ces parcours de vie sont nombreux et multiples. Et pour décrire à la fois le modèle proposé par Dom+ et la vision micro et macroéconomique qui t'a amené à mettre en place ces solutions, tu as publié un livre en 2009 avec l'économiste Luc Matray qui s'intitule « Priorité à la personne, à la recherche d'un business model pour le secteur quintenaire ». Et ton entreprise est implantée à Lyon, à Paris, Grenoble et Aix-en-Provence. Elle compte une centaine de collaborateurs en charge de l'écoute pour traiter en moyenne chaque jour 2000 situations de cas individuels. Et ce sont 20 millions de personnes qui actuellement bénéficient des services de Dom+ sans nécessairement en connaître la marque. Alors, tu as lancé récemment un tableau de bord Dom+ sur les galères et difficultés quotidiennes que rencontrent les Français. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les tendances de fond constatées cette année ? Merci pour cette présentation. Ravi de partager cette émission avec les collègues du Grand Rebond. Oui, tableau de bord des galères. Déjà, le titre pourrait planter assez bien le décor puisqu'il est question de quotidien de vie des personnes. Comme tu l'as présenté, Michael, nous sommes un peu les personnes auprès desquelles les bénéficiaires murmurent leurs difficultés au quotidien. On y reviendra. Et effectivement, ces difficultés se révèlent, ou plus exactement la pandémie, en tout cas ce que nous vivons aujourd'hui, révèle, un peu comme le papier argentique, les fragilités des situations de vie, toute population confondue. Alors, pourquoi ce tableau de bord déjà et qu'est-ce qu'il évoque, qu'est-ce qu'il fait remonter? C'est la situation de vie des personnes que nous traitons tous les jours. Donc, c'est du vécu. Des difficultés qui nous disent d'ailleurs que ces difficultés sont systémiques. En gros, elles volent en escadrille. La deuxième chose que fait remonter
ce quotidien, c'est les émotions, le comportement, la réaction, les peurs, les colères, les joies. Alors effectivement, on a planté un peu le drapeau pour un peu dans une logique d'alerte des pouvoirs publics, des décideurs économiques, sociaux, des organisations, des corps intermédiaires. Et l'idée, c'était de mettre sur la place publique ce qui remontait au quotidien, en tout cas de ce que nous captons, nous, comme situation émotionnelle des personnes. Et ce, dès le début du confinement, enfin, dès le début de l'aventure, dont, si nous nous souvenons, parce qu'on a une mémoire de poisson, c'était la sidération qui gagnait les jours et les semaines, les premières semaines et les premiers jours de ce qui nous est tombé sur la tête. Et chemin faisant, on a pris le parti de descendre dans la soute, ou du moins de faire remonter ce quotidien périodiquement, et de faire émerger, un peu comme un tableau qu'on plante dans le mur, on enfonce d'abord le clou. Alors, forcément, le tableau, il n'est pas forcément accroché. Et évidemment, mais c'est un peu comme le phénomène des Gilets jaunes il y a quelques années, nous l'avons détecté, nous, il y a 2-3 ans. On a identifié deux choses. C'est que, d'une part, les difficultés des personnes étaient systémiques. Un problème de divorce engendre une situation de fragilité financière, voire une fin de mois difficile, possiblement des difficultés pour avoir accès à l'APL et un non-recours au droit parce que je ne suis pas dans la bonne case et que je fournis la feuille d'impôt de l'année précédente, où je ne bénéficie pas de la pension alimentaire parce que, évidemment, la personne ne touche pas sa pension alimentaire, et badaboum, il y a 4 mois de délai à la CAF pour déposer son dossier, qui plus est confinement, du coup, tout par Internet. Et donc, on voit que autant on ne peut pas prédire une problématique de divorce, autant on voit qu'un enchaînement d'événements fait que si le 20 du mois, j'ai plus de quoi mettre dans le casse-croûte, je vais peut-être aussi différer l'accès au docteur ou chez le dentiste pour les gamins. Donc, ça, c'est une réalité. Et la deuxième chose qui était importante, c'est qu'on a vu émerger des expressions qui, au début d'ailleurs de l'histoire, nous sommes à la V8, l'édition 8 du tableau de bord, donc par mois, très tôt, dès les premières semaines du confinement, on est sorti du bois. Au-delà de la sidération, on a vu monter une expression de la colère du public. On parle de qui d'ailleurs? On parle de plus de 120, 130 000 personnes que nous avons accompagnées. Hein. C'est pas, faut savoir que nous gérons plusieurs centaines de milliers de situations par an, mais là, on a travaillé sur cette séquence-là pour faire remonter à peu près 130 000 situations de vie. Et on a constaté deux choses. La première, c'est que les difficultés budgétaires, de vie privée, de santé, et, finalement, le Covid n'était pas le déterminant principal. Ce qui était le déterminant principal, c'est les conséquences du bazar. Ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas ne se questionnent pas par rapport à l'aspect pandémique. Ça veut dire que la préoccupation, c'est mon quotidien. Et finalement, les conséquences ont émergé, sorti un peu comme un champignon, c'est sorti progressivement. Et on a vu finalement cette hiérarchie des difficultés entre difficultés financières, basculement dans un chômage partiel, baisse de revenus de 15%, déséquilibre du budget, puis progressivement chômage partiel qui se transforme en chômage réel, et donc évidemment des événements accidentels dans le foyer avec une rupture ou une perte d'emploi, sans parler des choses qui existaient déjà avant. Et donc on voit toujours cette hiérarchie des difficultés autour des questions financières et des impacts que ça peut avoir, mais aussi le quotidien de vie, à la fois professionnel et personnel, qui est très fortement attaqué. Finalement, les questions de santé reléguées au dernier plan.
Et on voit la peur et la colère, l'inquiétude monter. Donc, et ça, on le voit d'ailleurs à travers des verbatims, mais les verbatims ont beaucoup évolué entre finalement mars, où on a pris un coup sur la tête, et grosso modo, la période du deuxième confinement, qu'on l'appelle ou pas deuxième confinement, qu'on appelle ou pas couvre-feu, quand on a attaqué, évidemment, les rencontres familiales ou finalement les moments festifs où c'est le lien social qui, outre dans les collectifs des organisations, s'exprime aussi très fortement avec des gens qui finalement travaillent ou ne travaillent pas, de moins en moins, ou subissent. Et au quotidien, on le sait, certaines usures. Phénomène aujourd'hui qui est en temps réel. Au moment où je vous parle, on va déboucher la semaine prochaine sur l'édition numéro 9. Cette colère monte très forte. Et quand on parle de la vaccination, quand on parle des violences, quand on parle d'un certain nombre d'événements qui sont périphériques finalement au quotidien de la personne, on voit que les personnes vivent à l'intérieur de leur corps cette pandémie. Donc, c'était très important de faire vivre, et c'est très important de faire vivre cette remontée, non pas pour constater, parce qu'on s'est entretenu avec les pouvoirs publics, on s'entretient avec les pouvoirs publics sur ces questions, mais pour dire, finalement, en sortie, et on y reviendra, d'un côté, il y a des problèmes systémiques et les difficultés des gens sont systémiques. De l'autre côté, les réponses qui sont faites sont des réponses en silo. Et finalement, on perd la personne entre deux chaises. Et le sujet, ce n'est pas la pluie d'aide, ce n'est pas les silos. À la limite, on peut continuer à développer des aides, c'est pas. Mais in fine, non seulement les gens fragiles sont plus fragiles, mais ce qu'on constate en plus, c'est que sur les classes moyennes et les classes populaires, on a un décrochage parce qu'on commence à mettre un pied dans un déséquilibre qui finalement, à des moments clés, fait que la vulnérabilité déclenche une nécessité déclenche une fragilité plus grave. Alors merci Serge. Est-ce que tu peux nous évoquer un petit peu les enjeux de 2021 à partir de toutes ces remontées? Alors, si on considère que à l'instant T, il se passe quoi, qu'est-ce qu'on note, c'est que il y a évidemment de la part des pouvoirs publics et de la part de la population une question sanitaire autour du Covid. Et en gros, l'enjeu autour de la vaccination. Mais deux remarques là-dessus. La première, c'est que plus que jamais, le choc, va être social. Et je ne le dis pas avec le verre à moitié vide. Je le dis avec la nécessité de trouvons des réponses collectivement sur ce sujet par l'accompagnement. J'y reviendrai certainement plus tard, mais on va cumuler en fait l'aspect systémique de l'aspect sanitaire et pandémique. Le volet social va non seulement émerger, mais pousser très fort autour de la question de l'emploi en particulier, et des conséquences globales que ça va avoir sur les foyers d'une part. Ça a des conséquences aussi sur les services publics et les agents du service public et les gens qui délivrent le service au public. On le voit d'ailleurs tous les jours dans les hôpitaux, dans l'usure et l'épreuve que vivent les soignants, mais aussi les agents des collectivités locales, mais aussi les services de l'État, pour les gens qui sont exposés à la population. Ça déborde. Et puis, il me semble, mais c'est une position que je partage, je ne suis pas expert, mais que la crise sanitaire soit à bas bruit à prendre en compte, bien au-delà de cette histoire de virus, sur lequel je ne me prononce pas parce que je ne suis pas médecin, mais il y a un truc dont je suis convaincu, c'est que nous avons un risque sanitaire beaucoup plus global qui est lié au non-recours aux soins, aux conséquences
de la mobilisation du système de soins qui a été priorisé sur la prise en charge du Covid et qui a eu pour conséquence deux phénomènes, la renonciation aux soins de la part du public, parce que peur, parce que sortant pas, parce que pouvant pas faire ses examens, et une saturation et ou une réorientation des parcours qui ont touché beaucoup les pathologies chroniques, le cancer, et les problématiques de dépistage et de prévention qui ont été fortement bousculées. Et donc, on a un deuxième enjeu, je ne parle pas de l'aspect économique, et on va devoir, me semble-t-il, d'ailleurs, on ne parle plus du monde d'après. Je ne sais pas si vous avez observé qu'on ne parle plus du monde d'après. Le monde d'après avait au moins un objectif, c'est de rassurer et accepter le présent comme étant un cauchemar. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est l'incertitude. Et donc, on vit avec ça, et on commence à comprendre, et il y a une prise de conscience autour de ça, qui fait qu'évidemment, ça pèse très lourd sur l'incapacité à se projeter. Et donc, je pense que 2021, non pas pour rajouter de l'anxiogène ou de l'anxiété à un discours déjà bien anxiogène que nous connaissons et que nous subissons, parce que je pense qu'on le subit, c'est que je pense qu'il va falloir impérativement être en réponse sur ces difficultés, ce besoin d'accompagnement de la population, parce qu'on va avoir cette superposition entre une gestion d'une politique de santé dont il va bien falloir la traiter et la prendre en charge, pas de commentaires sur l'aspect événement en cours, mais on voit bien que prime dans nos sociétés aujourd'hui et dans les États, et a fortiori principe de précaution oblige en France, la santé devant tout sujet, qu'il soit social ou économique. Et donc, il va bien falloir traiter la question sociale. Et quand je parle de ça, moi, je ne parle pas des aides, je parle de la réponse d'accompagnement au public. C'est pour moi le défi de 2021. Et j'ajoute, dans ton introduction, Michael, quelque chose qui m'a frappé. Pour moi, 2021, c'est, alors je sais bien que c'est un mot valise, mais c'est l'année des solidarités et d'une prise de conscience collective de comment agir, pour ceux qui le peuvent. Et alors, quelle solution et quelle réponse on peut envisager de mettre en face à toutes ces situations? Et est-ce que tu peux en profiter justement pour nous présenter le modèle de Dom+? Oui, je ne parlerai pas de modèle. Si je suis là devant vous aujourd'hui avec vous, c'est pour vous parler de la personne. Enfin, ce qui me frappe, et depuis 20 ans, je le vis intrinsèquement, c'est aussi le pouvoir de conviction qui m'anime là-dessus. On vit dans un système régi par l'offre, peu importe les raisons. Qui plus est, j'ajouterais offre et normatif. Et il faut que je sois dans la bonne case. Socialement parlant, on est un pays absolument énorme. Je pense que quand on voit, quand on confond d'autres pratiques outre-Atlantique en particulier, il n'y a pas d'équivalent. Très bien. Mais quand on veut, qu'est-ce qui se passe en fait par rapport à l'équation dont je parlais tout à l'heure concernant le tableau de bord, et finalement ce qui a motivé la création de Dom+, il y a plus de 20 ans, qui d'ailleurs s'affichait comme un service public, plus qu'une démarche entrepreneuriale sociale, c'est que face aux problèmes globaux des gens, ou à la nécessité de prendre les personnes dans leur globalité, les réponses étaient en silo. Je prendrai l'exemple du tiroir à chaussettes. Je ne sais pas comment vous choisissez vos chaussettes le matin et si elles sont bien rangées, mais ça illustre finalement la manière dont la personne est coupée en silo en fonction de la thématique du sujet, le handicap, le logement, l'avancement en âge, statut d'aidant, questions financières, alors qu'effectivement, il s'agit, pour pouvoir traiter d'une fragilité, identifier la fragilité primaire qui permet effectivement d'agir sur des solutions. Ça, c'est le premier point. Donc, il faut un traducteur-interprète de la personne.
Et je suis très frappé par le nombre de numéros verts qu'on a en France. Plus d'une cinquantaine de numéros verts. Et à chaque fois que j'ai un problème, on va mettre une solution en face et on va couper le truc. Et ça met en plus en incapacité, y compris les répondants publics, qui n'ont qu'un bout du billet de banque pour pouvoir traiter la situation et ne peuvent pas agir. Et on le voit d'ailleurs chez les travailleurs sociaux qui sont en souffrance sur ces questions-là, dans les conseils départementaux et dans les CCAS. Pareil quand je suis dans l'hôpital, etc., etc. Bref. Et d'un point de vue économique, privé, même les offres marchandes sont des offres produits. Si je vous demande de pivoter 5 minutes dans notre émission sur j'entre par la personne, c'est une autre vision, c'est une vision binoculaire, et c'est une vision de comment je prends en charge la personne, pas comment je définis ses besoins avec une logique d'offre. Et si je dis ça, c'est parce que c'est la pierre angulaire de l'autonomie. Donc, deuxième clé très importante, je pense qu'on sera tous d'accord aujourd'hui pour partager l'idée que cela fait des années qu'il y a un transfert de responsabilité sur la personne, le citoyen, le client, dans tous les systèmes, dans toutes les approches, et que ce transfert de responsabilité sur la personne nécessite une autonomisation de la personne et la capacité à se prendre en charge. Troisième élément, plus je suis en fragilité, c'est pas vrai que lorsque je suis en fragilité, je me conforte dans le besoin d'assistance. Quand je suis une personne âgée, ça me renvoie la fragilité du vieillissement. J'ai tout sauf envie de voir ça. Quand je suis en grande fragilité financière, que je suis une femme monoparentale et que je vais au boulot, je ne vais pas raconter à mes collègues que je suis en surendettement. Et donc, il y a un vrai enjeu de pivotement de bon sens qui consiste à dire plus je suis autonome, plus c'est efficace. C'est efficace pour moi, c'est efficace pour le système. Dernier point fondamental, le bénéfice. Moi, ça fait 20 ans qu'il y a des gens qui me posent la question, c'est quoi le ROI de ce que vous apportez, y compris les pouvoirs publics? Et moi, je réponds, combien ça coûte de ne pas faire? Ce qui est une toute autre vision, me semble-t-il, du rapport au retour sur investissement ou les KPI, appelons ça comme on veut. Combien ça coûte de ne pas traiter un problème? Combien ça coûte un décrochage, de quelque nature qu'il soit? Et il se trouve que ça coûte plus cher de ne pas faire que de faire. Donc, y compris économiquement pour l'argent public, le sujet, c'est pas réformer les aides, le sujet, c'est comment je reconnecte la personne à ce que l'on propose. Faute de quoi, on fabrique de l'exclusion. Parce que rendons-nous maintenant dans l'émission, nous sommes en début 2021 et on ramasse le ressac, si j'ose dire, de la période dans laquelle nous sommes, avec les séquences dont je parlais tout à l'heure. Et là, on s'aperçoit que, un peu comme un film, un filtre, ça a amplifié le besoin, la fracture, le besoin que j'évoquais tout à l'heure, fragilité, les gens qui étaient fragiles, ils le sont encore plus. Et d'ailleurs, ils passent sous les radars d'un certain nombre de prestations avec du non-recours au droit. On a vu monter depuis 2 ans dans nos accompagnements du quotidien, comme le disait Michael, on a plus de 150 collaborateurs qui sont en charge de ce quotidien des personnes, et on a vu monter pour une partie le non-recours au droit ou la renonciation au droit, mais pas du fait d'un manque de bonne volonté du bénéficiaire, mais du fait qu'il n'était pas dans la bonne case. Et cette question de l'autonomie, cette question de l'accompagnement social, cette question de reconnecter la personne aux réponses, sa finalité, c'est d'équiper la personne pour qu'elle soit autonome. Et l'enjeu, il est là. Et on est dans une société aujourd'hui, et finalement, le côté optimiste
Le côté, ça nous ramène au fond des choses. Alors, dans tous les sens du terme, en faisant les shadocks au fond des choses, mais ça nous oblige aussi à considérer ce qui est essentiel, et que cette question de l'autonomie-là n'a de sens que non pas parce qu'on la décrète, je ne ferai pas de commentaires sur ce que j'ai pu entendre ces derniers mois ou cette dernière année sur la question des aides sociales, mais le sujet, c'est pas, il y a une pluie d'aides, le sujet, c'est comment je fais en sorte que les personnes s'en saisissent pour leur bien-être, pour le bien commun, et pour le bénéfice aussi de l'argent public. Donc, il y a un vrai enjeu, et on est dans une politique qui accélère ça. Et la crise, finalement, nous rappelle très fortement que la question de l'autonomie va être centrale, et finalement, ça accélère la nécessité de se rendre autonome. Donc, il faut accompagner ça, il faut équiper ça. On le fait de façon digitale, on le fait de façon relationnelle, on le fait avec du quotidien dans les parcours. Mais encore une fois, c'est une entrée par la personne, ce n'est pas une entrée par l'offre. Alors, j'aurais une double question, Serge. D'abord, tu évoquais à l'instant le fait que DOM+ a pu être perçu comme un service public plus qu'une entreprise lors de sa création. Comment tu positionnes aujourd'hui DOM+? Est-ce que c'est complémentaire ou finalement concurrent au service public? Et puis également, pour prolonger cette question, les entreprises en général qui ont cette année, en tout cas l'année écoulée, beaucoup travaillé sur les questions d'engagement sociétaux, de raison d'être, d'entreprise à mission et de RSE plus opérationnelle et impactante que par le passé. Est-ce que, selon toi, c'est bien le rôle des entreprises d'aller sur ce terrain, et quels moyens pour celles qui souhaitent avoir un impact justement sur ces enjeux sociaux, quels sont les moyens à leur disposition individuellement, chaque entreprise, pour agir? Je pense que j'avais fait une erreur il y a presque 20 ans à confondre, et pas de l'introspection ce que je dis là, hein, c'est que j'avais confondu l'objet social, peut-être, et l'aspect, enfin, la finalité, ce qui est d'ailleurs la discussion dont on parle quand on parle de raison d'être, et puis le véhicule juridique, le véhicule qui porte. Et finalement, c'est parce que nous sommes une entreprise atypique, j'y reviendrai, que pour autant, il fallait y compris trouver dans le raisonnement économique la capacité à se financer pour pouvoir servir les publics. On a commencé historiquement par l'action sociale de la retraite et l'accompagnement du vieillissement pour s'ouvrir après aux actifs. Première chose. Deuxième chose, je me souviens, comme on dit au Québec, hein, je me souviens au Québec, c'est les Français qui sont partis face aux Anglais et on a laissé les... Je me souviens de la montée de bouclier pendant la première année du secteur associatif qui considérait que finalement on se substituait à leur réponse. Très vite, le secteur associatif, dans sa réponse de proximité sur les territoires, a compris que nous étions un partenaire. Et ne serait-ce que parce qu'on amenait les publics à se reconnecter avec leur offre. Je parle là des services à la personne, des aides de proximité, et surtout de l'enjeu de la proximité. Idem pour les pouvoirs publics, les services des collectivités publiques, les collectivités territoriales, CCAS, conseil départemental, enfin ce qu'on appelle aujourd'hui les services sociaux de proximité, les premières lignes. Je ne parle pas du bénévolat, je ne parle pas du reste. Donc, finalement, on a tordu le cou à ça très vite, par la preuve, par l'action. Et j'ai toujours considéré qu'il ne fallait pas opposer la logique. Et donc, le débat public-privé, à tel point d'ailleurs que très vite, le secteur privé, au sens large du terme, lui, s'empressait de nous enfermer dans le ghetto social en nous ramenant dans « on s'occupe des plus pauvres, on s'occupe… » Et là aussi, je suis sorti du bois en expliquant que l'humain, c'est de l'économique. Le coût du secteur quintenaire, c'est simplement considérer que la valeur de l'humain, dont on parlait il y a plus de 10 ans, et on sortait des subprimes, on est en 2009-2010, on avait quand même pris un coup sur la tête à ce moment-là, mais je me souviens de la présidente d'Attac à l'époque a dit ça va recommencer, 8 mois après ça recommençait, et on avait une
une tentation du secteur privé d'enfermer d'hommes plus, en particulier parce que nous sommes un opérateur de B2B, c'est-à-dire nous travaillons pour le compte d'eux, d'acteurs publics comme d'acteurs privés, d'entreprises comme d'organismes sociaux, issus de l'économie sociale, certes, pour la plupart, mais de nous enfermer dans cette sphère du social versus l'économique, avec des plumes et du goudron. Et donc, le vrai sujet, c'est du faire ensemble. Et je crois qu'on est rendu, on est rendu là aujourd'hui. Et celui qui est capable d'emmener, en se trompant pas, un peu comme on oriente une antenne de clients, c'est-à-dire qu'au lieu de se regarder soi par rapport à son métier, on regarde la personne, à ce moment-là, les canons tombent, si j'ose dire, les codes tombent. Premier point. Deuxième point qui monte, et on le voit aujourd'hui par rapport à ce qui se joue dans ce que nous vivons dans la crise, où je ne vous parle pas d'après, moi je vous parle du présent, c'est la question de la défiance ou la question de la confiance. Nous, ça fait des années qu'on voit non seulement qu'il est important que les gens soient autonomes, mais il est aussi important d'avoir un troisième. Dans le couple, il faut un troisième. Je suis désolé pour les critères et l'analogie, mais dans un rapport à deux, il y a la tierce personne. Et nous sommes devenus, avec le temps, dans l'ombre, parce que finalement, peu d'acteurs connaissent d'hommes plus, mais grosso modo, un retraité sur 3 et 2 salariés sur 3 dans le secteur privé ont accès à nos services, à travers leur entreprise, leur mutuelle, etc. Mais je ne parle pas des agents publics, je ne parle pas de la fonction publique qu'on accompagne par ailleurs. Le rôle de tiers de confiance, ce n'est pas un terme facile, mais en tout cas de partenaire de confiance, fait qu'on a besoin de se confier et les gens identifient très bien aujourd'hui la nécessité d'avoir une parole d'écoute, de traitement, qui fait qu'il ne s'agit pas de mettre en cause celui qui donne ou celui qui dispense ou celui qui offre. Il s'agit de considérer que ce qui se joue, c'est de la confiance. Pourquoi? Parce qu'on est sur un enjeu relationnel. Et cet enjeu relationnel, moi je ne suis pas philosophe ni sociologue, mais je suis psychologue du travail de métier, donc je ne peux pas oublier ma culture de sciences sociales et de sciences humaines, qui au passage n'est pas une culture économique, ce qui ne m'empêche pas d'avoir une vision de l'efficacité de l'approche, et encore une fois du bénéfice, mais il y a un enjeu qui se joue aujourd'hui par rapport à la situation du présent, c'est qu'on est passé d'une économie où on considérait finalement la relation comme un supplément d'âme et la considération comme un supplément d'âme à un préalable à toute économie dans son fonctionnement. C'est-à-dire une entreprise ne pourra pas fonctionner, et là j'interroge la RSE en disant ça, une entreprise ne pourra pas fonctionner sans lien social, on ne pourra pas vendre quelque chose ou acheter quelque chose sans lien social, et comme nous sommes des humains, nous ne pourrons pas fonctionner sans lien social. Et je le dis parce que le lien social, ce n'est pas simplement du supplément. Le lien social, ce n'est pas simplement… mais c'est un bien commun. Et c'est un bien commun, et cette notion de relation qui nous anime aujourd'hui est très connectée à la question de la confiance. Donc, la notion de tiers de confiance et ce qui se joue dans la période, peu importe ce que sera le lendemain, c'est qu'aujourd'hui, ça fait émerger la nécessité d'une société où moi, en tant que citoyen, moi, en tant que client ou assuré, peu importe quel est le salarié, je considère que ça, je ne l'achète pas. Je considère que c'est une condition préalable à ce qu'on puisse discuter aujourd'hui ensemble. Merci Serge. Nous avons maintenant François qui va nous retrouver pour nous apporter un témoignage. Bonjour François.
Bonjour. Merci d'être avec nous pour apporter ton témoignage dans le domaine de la solidarité que tu connais bien, puisque elle est omniprésente dans ton quotidien. Tu diriges l'association des Petits Débrouillards depuis 28 ans, après y avoir été animateur pédagogique pendant 13 ans. Le réseau des Petits Débrouillards joue un rôle clé en matière d'éducation populaire, par une éducation aux démarches scientifiques, expérimentales et raisonnées. Il contribue depuis 1986 à développer l'esprit critique, à élargir les capacités d'initiative de chacune et de chacun. Et l'objectif du réseau est de permettre aux jeunes et moins jeunes de s'épanouir individuellement et collectivement par des parcours de citoyenneté active et démocratique. J'en terminerai pour décrire un petit peu la structure qui est sur 12 régions au sein de 60 antennes territoriales. Les Petits Débrouillards sont animés par 3000 animateurs et bénévoles, plus d'une centaine de volontaires, et il y a 200 salariés permanents pour animer tout ce réseau, qui est également le créateur du Forum mondial Science et démocratie et de l'Alliance Science-Société. D'une manière générale, tu es personnellement très engagé et actif dans de nombreux écosystèmes solidaires et collaboratifs. Est-ce que tu peux nous expliquer en pratique ce que fait quotidiennement le réseau des Petits Débrouillards sur le terrain? Oui, bonjour. Alors, j'aurais un point commun avec ce que vient de dire Serge, c'est que c'est le Québec, puisqu'on est un réseau qui est né au Québec dans les années 80. Et donc, on va dire, en une phrase, le travail d'un petit débrouillard, c'est de réduire l'écart qui se fait entre les connaissances, les sciences et leurs technologies associées, et les citoyens, et notamment les plus jeunes, parce que les sciences et les technos vont très vite, les usages changent à une vitesse colossale, les enjeux sont aujourd'hui aussi à la hauteur, on vient de l'entendre, et donc il faut être rapide dans cette compréhension de la façon dont le monde fonctionne. Et pour cela, on a développé donc ce réseau qui va s'attacher plus particulièrement à promouvoir la démarche scientifique, c'est-à-dire la façon dont la science se fabrique est une façon très particulière. Suivant les sciences, elle est d'ailleurs différente, hein. On n'apprend pas la même chose en physique que dans les sciences sociales. Et dans les sciences sociales, il y a aussi plein de méthodes un peu différentes. Et qu'on essaie d'apprendre et de partager ça avec les jeunes dans des ateliers, des projets que nous mettons en œuvre avec les collectivités locales, avec les établissements scolaires, avec les établissements, les accueils de loisirs, et pour que les jeunes expérimentent eux-mêmes et découvrent cette façon finalement de raconter le monde et l'humanité. Donc le réseau Petits Débrouillards, c'est, comme tu l'as dit, c'est un réseau qui s'ancre dans ce qu'on appelle traditionnellement l'éducation populaire, donc qui intervient et qui joue autour et avec l'école. Je rappellerai quand même que finalement, un enfant, un jeune ne va pas passer pas plus que 20% de son temps dans des établissements scolaires entre 0 et 18 ans, et que le reste du temps, en fait, pour un acteur associatif et engagé comme nous pouvons l'être, c'est un temps aussi qui est précieux pour essayer de comprendre et essayer de mieux cerner les enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui, et d'amener les jeunes et les enfants à s'y intéresser, mais avec une certaine démarche. Ce n'est pas la seule, mais nous pensons qu'elle est finalement pas si bien partagée que cela, puisque les sciences sont souvent prises dans le domaine académique comme un moyen de sélection et un moyen d'excellence, et non pas un moyen, on va dire, d'apport culturel que tout un chacun devrait pouvoir posséder pour mieux avancer dans sa propre vie et dans la vie collective. Alors, les chiffres sont d'ailleurs assez impressionnants, parce que depuis l'existence des Petits Débrouillards, sont 10 millions de jeunes qui ont été accompagnés dans les ateliers et toutes les animations des Petits Débrouillards. Et il y a aussi la gouvernance qui est intéressante au sein du réseau. Si tu peux nous en dire quelques mots, parce qu'on parle beaucoup d'ancrage local, et on sait que c'est toujours un sujet, c'est pas une science exacte, l'ancrage local, ça prend du temps. Comment s'est structuré au fil des années le réseau des Petits Débrouillards en termes de gouvernance? Alors le réseau s'est évidemment très vite
territorialisé, je dirais, c'est-à-dire en gros, pour nous, il faut être d'abord au plus près des populations, au plus près des acteurs, pour être, on va dire, en adéquation avec la façon dont ils vont poser les questions, que ce soit des questions écologiques, que ce soit des questions finalement du vivre ensemble ou des questions aujourd'hui sur les mondes numériques. Parce que les questions ne se posent pas de la même façon suivant l'endroit où on est. Donc pour nous, il est très important d'être très présent dans les collectifs locaux, d'éducateurs, des parents, des enseignants évidemment, des médiateurs, des associations amies, et donc de monter des projets qui collent avec le terrain et qui fassent émerger les problématiques et que nous puissions à ce moment-là mettre en place la démarche, la méthodologie qui permettent d'expérimenter et de cheminer sur le chemin de la connaissance avec l'ensemble de ces jeunes qui nous sont confiés. Donc notre réseau est très présent sur les territoires. On est présent dans plus de 100 villes physiquement, avec des bureaux, et plus de 300, 250 comités locaux qui sont, eux, pas des entités juridiques, mais qui sont pour nous importantes, qui sont des endroits où finalement nos militants, nos forces vives se rencontrent, travaillent ensemble et innovent quotidiennement et essayent de répondre aux enjeux et aux défis qui leur sont proposés. Donc le réseau est organisé après d'une façon un peu plus classique en associations territoriales qui elles-mêmes sont copropriétaires finalement de l'association nationale qui va être un peu l'endroit où on va essayer de mettre en place les outils, tous les moyens qu'on peut mutualiser et qui permettent de mieux partager et de faire finalement l'aller-retour permanent entre le terrain, le local et le global, les questions qui peuvent être aussi posées par des partenaires ou qui peuvent arriver par l'international ou qui peuvent être mieux partagées entre deux régions. Donc le réseau est un réseau qui se veut le plus à plat possible, même si ce n'est pas toujours facile d'être dans ce type d'organisation. Mais on y tient beaucoup parce que, je le répéterai souvent, nous, on est dans ces associations du dernier kilomètre, on est proche des gens et on est heureux là. Serge, tout à l'heure, à plusieurs reprises, évoqué les conséquences de la crise sanitaire au sens large sur la population. Vis-à-vis des jeunes publics, comment vous avez, chez les Petits Débrouillards, observé les conséquences et comment vous avez géré le côté à distance qui est évidemment à l'opposé de votre quotidien depuis des années? Oui, alors peut-être avant, parce que j'ai trouvé très intéressant les remarques et l'analyse de Serge. Évidemment, les derniers événements impactent beaucoup aujourd'hui nos organisations et au-delà de nos organisations. Mais je dirais que finalement, cette question de l'incertitude et de l'angoisse, on va dire aujourd'hui, que peut susciter ce virus, mais finalement, chez les scientifiques, est quelque chose de finalement relativement banal et connu malheureusement depuis un certain nombre d'années. Donc je mettrai quand même en préliminaire que les sciences savent des choses depuis longtemps et que on met souvent beaucoup plus de temps à les digérer, et à les voir, on va dire, se faire fructifier afin de changer les politiques publiques et changer aussi peut-être les modèles sociaux et économiques. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, pour nous, les Petits Débrouillards, l'incertitude, l'éducation à l'incertitude fait partie de la démarche expérimentale. L'incertitude nous a préexisté et nous survivra. L'être humain vit dans l'incertitude. Le problème, plutôt pour nous, c'est quel avenir on essaie de proposer et de dresser à nos jeunes. Et là, on voit que si on parle... alors, chez nous, il y a plusieurs jeunes. Il y a ceux qui sont... ceux qu'on forme, ceux qu'on accompagne, les étudiants qui vont nous permettre de démultiplier nos actions, qui vont être un peu nos chevilles ouvrières. Et là, on est quand même assez inquiet de voir que c'est pas
c'est pas une nouveauté, mais vous savez tous que les jeunes aujourd'hui souffrent plus particulièrement des crises et de cette crise-là. Les jeunes étudiants qui n'ont pas une famille ou qui n'ont pas d'environnement qui leur permettent finalement d'amortir ces chocs que nous subissons souffrent encore plus. Nous, on les côtoie beaucoup, donc on essaie de les aider, mais c'est, je pense, une jeunesse qui vit aujourd'hui dans la précarité pour celles qui travaillent avec nous en grande partie, et qui est donc elle-même plongée dans une incertitude quant à son propre avenir qui n'a pas l'air de s'arranger, alors que depuis des années, on répète cette même litanie et que finalement, les choses changent peu. Donc, première chose, donc les étudiants, les jeunes très en difficulté, mais ça, c'était pas une nouvelle. Par rapport aux enfants qui sont dans les activités, alors là, évidemment, très compliqué pour eux cette année où ils ont eu ou pas assez de moments collectifs, donc beaucoup de moments repliés dans leur chambre, dans leur maison. Donc, on a tout de suite pensé à qu'est-ce qu'on pourrait développer comme alternative pour être le plus présent possible. Et effectivement, cette histoire d'animation à distance était une question qu'on ne se posait pas assez bien ou complètement. Et on était resté dans notre métier qui est quand même l'interface physique, quoi. Nous, on a besoin de sentir et toucher les gens. Mais du coup, ça nous a quand même posé cette question de qu'est-ce qu'on pourrait proposer à distance, non pas comme un substitut, mais comme une augmentation finalement de ce qu'on peut faire d'habitude. Donc c'est comme ça qu'on l'a pris, comment on peut être finalement plus présent avant notre animation, après notre animation, avec et en coopération avec le monde scolaire, en coopération avec la famille et les établissements et tous les établissements culturels. Et donc du coup, on commence à travailler cette question, mais on est vraiment qu'au début, je dirais, de cette aventure qui est une nouvelle aventure qui a, pour bien des côtés, peut présenter aussi des sources d'inspiration et des sources finalement d'épanouissement. Je sais que tu es très impliqué dans un certain nombre d'écosystèmes autour du co-développement dans les territoires qui font intervenir aussi bien le privé que le public, le monde associatif, les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Quels sont les constats que tu fais actuellement de la convergence un petit peu de tous ces acteurs? Quelle est la place aussi des entreprises chez les petits débrouillards? Est-ce qu'il y a des collaborations qui existent, par exemple? Oui, alors là, je rejoindrai complètement ce que a dit Serge, c'est que on sent bien poindre et la nécessité de refaire de se remettre collectivement autour de la table, que ce soit au niveau local, au niveau régional ou plus grand, pour pouvoir être plus efficace et puis de finalement chercher ensemble quel est ce nouveau monde que nous devons améliorer, en tout cas construire pour nos plus jeunes. Ça pose pour nous la question quand même préalable, puisque tu disais qu'on était présent dans beaucoup de collectifs. Ce qui est vrai, c'est en fait quand même de la finalité. On voit aujourd'hui beaucoup d'initiatives, certaines portent en elles beaucoup d'espoir, d'autres portent déjà, à notre avis, en elles les échecs qui vont arriver parce qu'elles sont en train si j'ose dire, remettre le couvert. Et puis d'autres sont en train de tâtonner, douter. Il y a encore peut-être des signaux faibles qu'il faut peut-être mieux regarder. En tout cas, il y a une floraison d'initiatives sur les territoires. Je dirais, avec d'autres mots peut-être que Serge, mais je pense que ça revient un petit peu au même, c'est on n'est plus en train de réfléchir en termes de l'État, le privé et le public. En tout cas, c'est plus suffisant. Je dirais que nous, on réfléchit aussi avec les nouveaux mots, enfin des mots qui sont anciens, mais qui rejaillissent aujourd'hui, qui sont les mots du commun, qu'a employé aussi Serge. Donc, c'est-à-dire, quels sont ces nouveaux espaces qu'il va falloir qu'on fabrique, qui sont ni privés ni publics, et qui sont des nouveaux communs.
Et ces communs, bon, je ne vais pas vous refaire toute la théorie d'Elinor Ostrom et puis de Jacques Weber, qui était notre ancien président, mais qui a beaucoup œuvré sur le sujet. Pour nous, et c'est peut-être une source d'espoir, c'est-à-dire de retrouver en fait des objets qui vont nous permettre de dessiner ce nouveau monde que nous ne savons pas encore très bien décrire, tous. On parle de solidarité, mais quel type de solidarité ? Solidarité avec la nature, solidarité entre pays, solidarité dans un même pays, solidarité entre classes sociales. Bon, la solidarité, c'est large et c'est un sujet difficile, mais on ne sait pas encore très bien décrire ce monde, donc je pense que les communs sont peut-être un endroit où on va pouvoir dessiner ensemble, ou peut-être retravailler ensemble collectivement, apaisés sur finalement un destin commun. Merci François pour ton témoignage. À présent, Bruno va nous rejoindre pour réagir à vos différents propos. Bonjour Bruno. Bonjour Michael. Merci d'être avec nous. Tu étais depuis 26 ans et jusqu'à tout récemment président du conseil de surveillance du groupe familial Tesson, qui a été fondé en 1919 et compte aujourd'hui 350 collaborateurs dans le secteur de la logistique du vin et spiritueux, le digital et la performance énergétique. C'est une entreprise qui a été créée au départ comme fabrique de pain de glace, puis de logistique frigorifique. C'est donc un bel exemple d'adaptabilité dans le temps par l'écoute des besoins et de leurs évolutions. Tu as été également dirigeant du réseau Entreprendre pendant une dizaine d'années, puis durant 4 ans, président fondateur de l'association 60 000 rebonds Hauts-de-France pour aider les entrepreneurs dont l'entreprise a été liquidée à rebondir. Et puis récemment, il y a à peu près 6 ans, tu as lancé le campus des dirigeants que tu diriges et qui réunit une communauté de 180 entrepreneurs ayant la volonté de progresser ensemble dans l'être et dans l'agir par la formation et le partage. Alors, on voit s'afficher à l'écran une des dernières promotions du cycle Être et agir en dirigeant. Et la raison d'être du campus qui fraîchement a été redéfinie, c'est révéler les dirigeants à eux-mêmes, les éclairer et les renforcer pour développer des entreprises performantes, humaines et bénéfiques pour le monde. Est-ce que tu peux nous dire dans un premier temps ce que t'ont inspiré les propos de Serge et le témoignage de François? Merci Serge et François. Je dirais que d'abord j'ai été très percuté par ce que j'ai entendu de Serge qui nous a présenté la situation. Alors c'est vrai qu'au quotidien, moi je suis plus occupé à préparer l'avenir de notamment le campus des dirigeants, mais que Serge nous rappelle qu'il y a aussi des gens qui vont être sur la touche, qui sont déjà et qui vont être sur la touche à cause du ressac de la vague énorme qui nous est arrivée. Même si ça n'est pas agréable, je trouve que c'est nécessaire. On a besoin aussi d'être connecté dans la réalité. Merci Serge pour ça. Ça m'a d'autant plus rejoint qu'il y a 1 an, justement, j'accompagnais une femme entrepreneuse dont l'entreprise a été liquidée et qui s'est retrouvée SDF. Et j'ai vraiment expérimenté de près, en la côtoyant et en l'accompagnant, que même si on se dit, et c'est vrai qu'on a un magnifique système de solidarité en France qui est organisé, politiquement organisé, socialement organisé, en fait, la question de l'accessibilité à ce système est énorme. Et c'est ce que nous rappelle tout spécialement Serge, puisque cette personne que j'accompagnais, je me suis rendu compte qu'elle tournait d'administration en administration de façon circulaire. Elle faisait une boucle parce qu'on lui demandait un papier nécessaire pour obtenir quelque chose dans un endroit. Il fallait qu'elle l'obtienne ailleurs et elle ne s'en sortait pas jusqu'à ce qu'on l'aide à prendre les choses en main et peut-être même activer nos réseaux. Mais je me dis qu'il y a tellement de Français qui n'ont pas accès à ces réseaux-là pour dégager des solutions compliquées. Je me dis que là, vraiment, il y a quelque chose à travailler. Voilà, j'ai été touché aussi quand Serge nous fait comprendre que 2021, c'est l'année de la mobilisation. C'est vrai que quand on regarde les choses, 2020, ça a été l'année spécialement des pouvoirs publics qui ont dû organiser rapidement l'accès aux soins, qui ont dû aussi
faire les amortisseurs pour que l'économie ne s'écroule pas, et réaliser que maintenant que tout ça c'est fait, on va voir des gens sur la touche et qu'on doit se préparer à traiter ces sujets-là. Donc 2021, l'année de la mobilisation, et je me dis qu'on a dans les valeurs de la République, on a la liberté, on a l'égalité, on a la fraternité. Je me dis que si j'étais président de la République, je décréterais sans doute l'année 2021, année de la fraternité. Mais maintenant, tout ça, ce qui m'interpelle, c'est comment est-ce qu'on peut organiser la solidarité et la fraternité au sein de notre société. Je suis sûr que beaucoup de nos concitoyens sont généreux, mais souvent on se sent impuissant pour aider, on se demande comment on va y arriver. En général, les conclusions que j'ai, moi, c'est que je ne suis pas tout puissant pour emmener tout le monde avec moi, mais je vais faire du mieux que je peux là où je suis, avec mes compétences, avec mes moyens. Mais tout en me disant ça me rassure peut-être, mais c'est pas assez. Et ce sera peut-être intéressant que Serge développe tout à l'heure, s'il peut, comment est-ce qu'on peut organiser la mobilisation de la société tout entière pour venir en aide à ceux qui vont souffrir plus que les autres. Voilà, j'ai particulièrement apprécié aussi des propos de Serge quand il nous dit qu'on pourrait considérer que la relation, c'est un simple supplément d'âme, mais que finalement, la relation, c'est au cœur c'est en préalable à toutes les activités. Je le rejoins beaucoup là-dessus. Donc, merci Serge pour ça. Sur les propos de François, eh bien, j'étais heureux de découvrir les petits débrouillards que je ne connaissais pas. Je trouve le projet très intéressant. Je me questionne simplement sur la considération qu'on a pour la science dans notre société aujourd'hui. Je suis très frappé de voir que pendant des mois, on a attendu le vaccin comme le moyen de nous sauver tous de cette situation inextricable. Et en même temps, maintenant que le vaccin arrive, je vois beaucoup d'états d'âme de personnes pourtant instruites, cultivées, qui se disent « je ne sais pas si je vais me faire vacciner, je vais attendre peut-être de voir comment ça se passe ». Donc je suis un petit peu interpellé par ces craintes finalement. Est-ce qu'on a suffisamment confiance dans la science aujourd'hui ? Sans doute que les petits débrouillards œuvrent pour ça. Alors, sans doute que derrière toutes ces réticences, il y a aussi l'idée qu'on ne veut pas engraisser les sociétés pharmaceutiques qui sont là pour faire du business et donc probablement peut-être qu'elles n'ont pas pris toutes les précautions. C'est business avant tout. Oui, il peut y avoir de ça, mais moi je suis de formation scientifique, j'ai plutôt quand même tendance à faire confiance à la science. Je ne sais pas, on pourra peut-être en débattre tout à l'heure avec François. Est-ce que, Bruno, tu as une première question à poser à Serge ? Oui, j'ai une question un petit peu personnelle et donc peut-être un peu indiscrète à poser à Serge. Et puis, donc Serge, si tu veux mettre ton joker pour ne pas répondre, tu pourras, bien sûr. Mais moi, c'est un défaut professionnel. Comme j'ai accompagné des centaines, peut-être des milliers d'entrepreneurs avec Réseau Entreprendre, j'ai toujours du plaisir à comprendre quelle a été la genèse de l'entreprise qu'ils ont créée. Et parce que je me suis rendu compte que bien souvent, au départ, il y avait une révolte. Et donc, j'aimerais savoir quelle est la révolte de Serge qui l'a conduit à créer Dom+. Bruno, je suis ravi je vais pas dire je suis ravi de cette question, mais j'ai pas de pudeur à répondre, si ce n'est à parler de moi, parce que je vous ai dit, moi, je t'ai dit, je suis un homme de sciences humaines, et finalement, j'étais pas prédisposé, d'une part, à être entrepreneur, et quand on me demande mon métier, je dis, moi, ce que je sais, c'est construire. Ce que je sais faire, c'est construire. Mais il y a évidemment il n'y a jamais une réponse unique. Il y a plusieurs facteurs, il y a plusieurs déterminants qui peuvent justifier ou animer ou motiver cette réponse. Et je ne le dirai pas dans l'ordre. Je pense que tout petit, j'ai été immergé dans les fragilités, dans un monde de médecine de campagne, avec probablement une mère qui a fondé, en tout cas qui était partie prenante pour Médecins sans frontières. Et en fait, j'ai vu mon premier mort à 5 ans, et je me suis retrouvé dans la salle à manger avec, je me retrouvais
finalement assez régulièrement dans la salle à manger avec plein de gens qui finalement attendaient à point d'heure d'être pris en charge. On est dans les années 70 et on est encore dans la médecine de ville qui était une médecine de campagne. Peut-être que ça a joué, et de ce que j'entendais tous les jours. Il y a à l'autre bout de la chaîne, je suis plus révolté. Alors c'est absurde ce que je vais dire, mais je suis plus révolté aujourd'hui quand je suis en train d'agir que, sans être un écorché vif, je suis plus révolté aujourd'hui par rapport à tout ce que j'ai pu vous énoncer tout à l'heure, qui est du bon sens, quand je vois que c'est pas très compliqué d'orienter la parabole ou l'antenne, comme quand on cherche un réseau, vers la personne. Parce que tout le monde l'a dit, chacun l'a dit, on n'est pas dans un monde merveilleux, mais ce qui est quand même un comble, c'est comment en voulant fabriquer de l'inclusion, on fabrique de l'exclusion. Et moi, j'ai simplement mis dans le bien commun, alors on viendra sur l'engagement, mais quelque chose qui est naturel, qui est de trouver un traducteur-interprète de la personne. C'est quand même un peu bizarre. Alors que normalement, tout à chacun, nous avons envie, nous avons besoin d'être entendus dans notre demande. Vous savez, il y a toujours la question de « est-ce que vous m'avez entendu ?» Entendu ne veut pas dire qu'il y a un son. Entendu veut dire que vous m'avez compris. Et je trouve que c'est super important par rapport à tout ce qu'on s'est dit et par rapport au petit effort. Or, on voit bien, je ne comprends pas que tout le monde ne pivote, enfin qu'on n'arrive pas à pivoter sur la prise en compte de la personne. Et là, je suis pas donneur de leçons, alors que c'est tout à chacun. Il n'y a pas besoin de slides, de PowerPoint, de présentation, de slides qui font un gros schéma. Quand vous savez que tout à chacun, quand vous interrogez la personne, qui sont dans un tour de table, vous leur demandez de fermer les yeux et vous leur demandez de réfléchir par rapport à la propre situation personnelle et de tomber le vêtement du boulot, on s'aperçoit que, et Bruno l'a très bien dit, quand il a confronté avec une personne qui était en grande fragilité, du jour au lendemain. Moi, j'ai des gens comme le cas d'école de Bruno, on en voit tous les jours. Et on a longtemps pensé, et en écoutant ce témoignage merveilleux des petits débrouillards, on a longtemps pensé qu'il y avait grosso modo les gens de grande fragilité d'un côté, et puis il y avait les autres. Et les gens n'ont pas vu arriver, alors maintenant c'est carrément un ouragan, mais on n'a pas vu arriver un phénomène tout bête que, quel que soit le moment de la vie, quelles que soient les circonstances, autant on ne peut pas anticiper un cancer ou une rupture de parcours ou un accident de la vie, mais à tout à chacun, il se trouve qu'on peut être traversé à des moments clés par un événement de vulnérabilité. Et être présent, je ne le dis pas pour moi, puisque moi je travaille pour des gens pour le compte d'eux, mais être présent au moment, pour un banquier, quand ça va mal, c'est différent de rappeler à son client qu'il est à découvert et qu'il a des agios et que de toute façon, il va falloir qu'il remplisse son compte alors qu'il ne peut pas le remplir. Donc, très tôt, cette notion de... donc, après, il y a une question de conviction. Je ne sais pas si c'est une révolte, mais effectivement, j'étais animé en 96-2000. Je travaillais sur les politiques publiques, en particulier la politique de santé, mais en fait, la politique de santé m'a emmené au Québec. Comme ça que je me suis retrouvé au Québec pendant plusieurs années. Et je ne comprenais pas comment, alors même qu'on était chez des gens qui sont grosso modo des Nord-Américains qui parlent français, qui sont pleins de bon sens, qui ont une politique publique, qui a un gouvernement fédéral et provincial, en ce qui concerne le Québec. Et ça paraissait aussi naturel de prendre la casserole par le bon bout. Et la casserole étant
prendre la personne dans sa dimension prise en charge. Alors Bruno, je le disais tout à l'heure, l'année 2020 a mobilisé le réseau du campus des dirigeants, notamment pour définir sa raison d'être. Il en est ressorti la volonté de développer des entreprises bénéfiques pour le monde. Comment les dirigeants du réseau abordent cette question et cette démarche? Oui, effectivement, on a réécrit notre raison d'être au campus des dirigeants et du coup, nous sommes une communauté de dirigeants apprenantes, de gens qui veulent progresser ensemble pour développer des entreprises performantes, humaines et bénéfiques pour le monde. On pourrait dire plus performantes, plus humaines et plus bénéfiques pour le monde. Alors effectivement, oui, qu'est-ce qu'on met derrière ces termes? Qu'est-ce qu'ils mettent derrière ces termes? Je vais passer assez rapidement sur le premier, puisque des entreprises performantes, finalement, c'est presque le combat quotidien des chefs d'entreprise depuis toujours, depuis que les entreprises existent, parce que c'est d'abord une question de pérennité, on pourrait dire de survie, et une condition aussi du développement. Et je dirais que les dirigeants, les entrepreneurs, ils sont quasiment programmés pour cela assez naturellement. Le deuxième terme d'entreprise humaine, ça mérite un peu plus de temps pour expliquer ce que les dirigeants entendent avec ça, ceux que je côtoie. En fait, ce que je remarque, c'est que c'est une aspiration chez la plupart des dirigeants que je côtoie. Alors peut-être aussi que se réunissent des gens qui se ressemblent, qui ont les mêmes aspirations, et du coup, mon prisme est un peu déformé par rapport au monde des dirigeants en général. En tout cas, ceux que je vois aspirent à ça. Mais ce que je constate, c'est que beaucoup aspirent, mais ont un fond de doute en eux, comme si l'idéal était tellement plus grand qu'il était finalement une utopie. Et quand on réfléchit à ce que c'est qu'une entreprise humaine, on se rend compte que des questions arrivent. Par exemple, comment être humain et en même temps rigoureux? Comment est-ce qu'on peut libérer l'initiative et rendre aux collaborateurs l'autonomie à laquelle ils ont droit, et tout en même temps prendre le risque de la personne parce qu'on a aussi une performance opérationnelle à assurer? Comment est-ce qu'on peut tenir compte des besoins de chacun dans l'entreprise, au plus près des besoins de chacun, tout en restant juste par rapport à un collectif? Et puis, comment est-ce qu'on va donner le droit à l'essai à nos collaborateurs, c'est-à-dire ne pas sanctionner les échecs quand les initiatives sont prises, alors que, là encore, on recherche la performance? Et du coup, ces questions arrivent chez les dirigeants, et il y a comme un doute qui s'installe en disant, mais finalement, est-ce que c'est réaliste une entreprise humaine? Alors du coup, la question c'est, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise vraiment humaine? Pour moi, c'est une entreprise dans laquelle on permet aux personnes d'être elles-mêmes le plus complètement possible. C'est-à-dire que les gens se sentent autorisés à être eux-mêmes. Je trouve que ça, c'est le stade le plus abouti d'un management dit humaniste. Et là encore, ça peut être paradoxal parce qu'on sait aussi que dans l'entreprise, il y a besoin de règles, de codes, d'une certaine discipline si on veut agir. Voilà. Et finalement, je vois quand même quelques dirigeants qui font le pas et qui osent aller vers un management plus humain. Quand ils le font, finalement, c'est un acte de foi parce qu'ils ont en eux toutes ces questions que je viens de citer, mais ils se disent, ben, allez, je plonge. Et en fait, ce que je remarque, c'est que ce sont des dirigeants qui sont vraiment solides de l'intérieur et suffisamment affirmés pour laisser paraître leur propre humanité. Il n'y a pas moyen dans une entreprise de permettre aux gens d'être eux-mêmes si le dirigeant ne l'est pas lui-même. Et qu'est-ce que ça veut dire pour un dirigeant d'être lui-même? C'est d'accepter de se présenter tel qu'il est, avec ses fragilités. C'est montrer qu'on est capable d'accepter des échecs, de les reconnaître devant les autres. Et finalement, j'ai vécu ça moi aussi. Je me souviens, c'est une petite anecdote que je vous raconte, mais quand j'étais DG de Réseau Entreprendre, je fonctionnais avec un comité de direction. Et un jour, j'étais vraiment au bout du rouleau. C'était une période difficile, j'avais plein de travail, les choses étaient compliquées. Et un jour, je suis arrivé en CODIR et j'ai dit à l'équipe, je leur ai dit, je suis fatigué. Les amis, j'ai vraiment besoin de vous aujourd'hui pour cette réunion, j'ai besoin de votre énergie, aidez-moi. Et en fait, ça a été le plus beau comité de direction de toute ma carrière. Et je me dis que quand le dirigeant arrive à exprimer une certaine vulnérabilité finalement, eh bien, il va mobiliser l'engagement et obtenir le soutien de ses collaborateurs. Et c'est ensuite quelque chose qui est contagieux dans l'entreprise, puisque un dirigeant qui accepte de se rendre vulnérable
à certains moments, en tout cas de son parcours de dirigeant, il va permettre aux autres de le faire et c'est contagieux et c'est donc vertueux. Voilà, ça c'est le sujet de l'entreprise humaine et donc je dis que ça commence par le dirigeant lui-même. Voilà. La troisième composante des entreprises bénéfiques pour le monde, c'est peut-être un petit peu plus complexe et théorique à appréhender. J'aime bien les propos de Patrick Vivray, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un économiste et philosophe, je l'aime beaucoup. Il utilise les termes de bénéfices et maléfices produits par les entreprises. Bien sûr, les entreprises produisent des bénéfices financiers et des bénéfices qui sont toutes les richesses produites par l'entreprise, finalement leur contribution au monde. Et il parle aussi de maléfices, c'est-à-dire les impacts négatifs de l'entreprise sur le monde, soit par les produits qu'elle délivre et qui peuvent rentrer dans l'économie noire, c'est par exemple toute l'activité mafieuse, mais il y a des entreprises qui ne produisent pas des produits dangereux, mais peut-être qui, par la manière de produire, peuvent engendrer des maléfices dans le monde. Et donc, au campus des dirigeants, on se dit qu'une entreprise bénéfique, c'est pas tant un état, c'est plutôt une démarche qu'on entreprend pour chercher à améliorer le ratio bénéfice-maléfice. Voilà. Et donc, pour moi, finalement, il y a une question essentielle que toutes les entreprises doivent se poser, c'est si nous disparaissions un jour, est-ce qu'il y aurait du monde pour nous regretter ? En plus de nous, bien sûr. Hein. Mais je trouve que cette question, elle est une belle invitation pour chaque entreprise à s'inventer et se réinventer, parce qu'on peut à la fois se questionner sur les richesses qu'on produit, les produits et les services qu'on apporte, mais toutes les richesses sociales, le lien social, les conditions d'épanouissement humain que l'entreprise peut apporter aussi à ses collaborateurs, à toutes ses parties prenantes. Ça, c'est la manière de créer des richesses et de diversifier, considérer les richesses qu'on va produire. Et puis ensuite, il y a la manière dont on partage, on répartit ces richesses. Eh bien, toutes les entreprises qui vont travailler à la fois sur les richesses produites et sur le partage des richesses, elles ont une manière de trouver un modèle qui soit singulier pour elles. Et quand une entreprise est singulière, finalement, elle a toute sa raison d'être. Est-ce que tu as une question à adresser à François ? Oui, j'ai une question pour François. Quand je vois ce que font les petits débrouillards, je trouve ça formidable de concilier ou réconcilier, si c'est nécessaire, ou faire apprivoiser la science par les enfants. Est-ce que l'éducation nationale s'intéresse à ce que fait les petits débrouillards, aux méthodes pédagogiques ? Est-ce qu'il y a un peu de transfert de savoir-faire ? Parce que je me souviens de m'être parfois embêté à l'école, dans les matières scientifiques notamment. Oui, alors la question, bon, je dissocierai, on va dire, l'institution éducation nationale et des enseignants des établissements scolaires avec qui nous travaillons quotidiennement, que ce soit à l'école primaire, les collèges ou les lycées, les coopérations sont extrêmement fructueuses et extrêmement quotidiennes, donc toujours très intéressantes. Par contre, l'institution éducation nationale, pour vous dire, pour être très, très pragmatique, mais vient nous envoyer notre 15e lettre, nous refusant toute subvention, en expliquant que l'accès à la science et à la culture scientifique ne sont pas une priorité du moment. Donc à chaque fois, on les garde, on en rigole maintenant presque, mais tout ça pour dire quand même qu'il y a effectivement un grand raté, on va dire, côté de l'institution éducation nationale. Et pourtant, j'écoutais un peu dans ce que redisait Serge, et même ce que tu disais toi sur les entreprises. Qu'y a-t-il d'autre finalement de souhaitable que nos enfants soient mieux armés que nous-mêmes pour continuer cette magnifique aventure de la connaissance et des idées, et que ça nécessite aujourd'hui des réformes profondes sur la façon dont on doit apprendre, la façon dont on doit aussi coopérer, la façon dont on doit expérimenter, la façon dont on doit rentrer dans cette histoire et cette grande aventure personnelle et collective avec les sciences et les connaissances, de telle manière à ce que les technologies ne nous envahissent pas et qu'elles soient à notre service et pas le contraire. Donc on est vraiment aujourd'hui dans une absence de dialogue avec l'institution qui est surprenante. Pour vous donner quand même des exemples, elle finance avec beaucoup d'argent, par exemple, les fédérations nationales des sports de quilles ou de tir à l'arc, mais ne donne absolument aucun subside à aucune association qui s'occupe de culture scientifique, qui s'occupe de culture écologique ou numérique. C'est vraiment le contresens complet côté de l'institution.
mais pas des établissements ni des enseignants, hein. Je tiens à le redire parce que là, par contre, heureusement, on travaille beaucoup avec les établissements scolaires et beaucoup avec les enseignants. Bruno, vis-à-vis des démarches RSE qui sont en train de monter en puissance dans les entreprises et puis tout ce que tu évoquais tout à l'heure, est-ce que tu vois se dessiner, émerger des collaborations plus fortes entre le monde de l'entreprise et des acteurs associatifs et d'économie sociale et solidaire? Qu'est-ce que tu constates ou qu'est-ce que tu imagines demain comme connexion? Alors, il y a déjà des choses qui fonctionnent depuis longtemps, hein, par exemple avec des fondations d'entreprises qui apportent du financement à des projets associatifs, du monde associatif. Il y a aussi le mécénat de compétences, mise à disposition de personnel, de cadres par des grandes entreprises auprès du monde associatif. Moi-même, d'ailleurs, quand j'étais chez Réseau Entreprendre, j'avais par 2 fois fait appel à des compétences, et notamment parce que dans des grandes entreprises, curieusement, il y a des gens qu'on finit par mettre dans des placards dorés, c'est-à-dire on préfère les payer en disant on vous met là, ça sert à rien ce que vous faites, mais au moins vous aurez un statut et des ressources. Je trouve ça d'une violence inouïe. Et en fait, il y en a plein dans les grandes entreprises, beaucoup plus que dans les PME et les TPE qui n'ont pas tellement les moyens de ça. Mais je trouve que humainement, c'est quand même c'est un peu violent. Et donc, par 2 fois, j'ai fait appel à des cadres d'un bon niveau qui avaient beaucoup d'expérience, et ça a été à chaque fois une expérience formidable, à la fois pour notre association, Réseau Entreprendre, c'en est une, et puis pour ces gens-là qui ont retrouvé un petit peu de fraîcheur sur la fin de leur parcours professionnel. Et ça, je dirais que ça existe depuis longtemps. Donc, il s'agit là de collaboration entre les entreprises et le monde associatif ou l'économie sociale et solidaire en général. On a plutôt l'habitude de voir dans le passé comment les entreprises aident le monde associatif, mais je trouve que ce qui est nouveau, c'est qu'on peut retourner le sujet. C'est comment le monde associatif peut aider les grandes entreprises à honorer mieux leur mission, celle qu'elles se donnent en tout cas quand elles la voient de façon globale, c'est-à-dire plus dans un esprit RSE. Et je vois des très beaux exemples. Par exemple, il y a une entreprise là, pas très loin de chez moi, porté par un jeune qui est formidable, il s'appelle Hubert. Il a créé une société qui est dans l'économie circulaire et qui recycle les pneus de vélo usagés, les pneus en général usagés, pour en faire des accessoires de mode, genre des ceintures, des sacs, et différentes choses. Donc là, il y a un partenariat engagé entre cette entreprise et Decathlon, qui a beaucoup de pneus à recycler. Et du coup, je trouve que je ne sais plus qui aide qui finalement. Est-ce que c'est Decathlon qui a aidé cette entreprise à démarrer en lui apportant de la matière première, ou est-ce que cette entreprise aide Decathlon à mieux recycler ses produits? Je trouve que là, du coup, on ne sait plus qui aide qui. Et finalement, c'est ce que j'observe depuis plusieurs années, puisque notamment avec Réseau Entreprendre, on accompagne des entrepreneurs sociaux, c'est-à-dire des gens qui, sans en faire une entreprise d'insertion, avec le statut d'entreprise d'insertion ou de statut d'entreprise adaptée, des entrepreneurs qui avaient à cœur d'avoir à la fois un modèle économique solide, durable, avec des vrais clients, et qui ont mis au cœur de leur projet l'envie, par exemple, de recruter essentiellement des personnes en insertion sans faire reconnaître du tout ce statut. Et du coup, je trouve que la frontière entre l'entreprise responsable et l'association est en train, et l'économie sociale et solidaire d'une manière générale, est en train de s'estomper. Et en fait, le plus important, c'est ce qu'il y a au cœur du réacteur de l'entreprise et dans sa motivation, et notamment quand il s'agit d'entrepreneurs en démarrage, qu'est-ce qu'il y a dans le fond des tripes de l'entrepreneur et du dirigeant. Donc ça, je trouve que c'est une belle évolution. On décloisonne notre monde et on est réunis ensemble sur quelque chose de plus fort que l'entreprise elle-même, c'est de plus grand, c'est sa responsabilité à l'égard du monde. Voilà ce que j'ai envie de dire des évolutions que je constate depuis 15 ou 20 ans que je m'intéresse à ces sujets. Est-ce que tu as une question à Serge? Bon, j'ai une question pour Serge, mais j'ai peur qu'elle nous emmène un peu loin. Et tout à l'heure, je l'ai évoqué, c'est le sujet de comment allons-nous nous mobiliser, la société tout entière, les citoyens, face à ces conséquences de la crise pour beaucoup d'entre nous. Comment allons-nous faire?
Je disais tout à l'heure qu'en général, la conclusion pour moi, c'était que j'allais faire du mieux que je peux là où je suis. Mais tout en disant ça, je trouve que ce n'est pas satisfaisant. Est-ce qu'il y a un moyen est-ce que Serge voit un moyen de mobiliser la société tout entière? Parce qu'il y a quand même une urgence. Il y a une prise de conscience et un principe de réalité, d'une part, mais ça a toujours été dans les fondements de l'être humain, je ne sais pas que je suis naïf, c'est de vouloir être dans le bien commun ou avoir besoin, et la philanthropie fonctionne sur ces mécanismes de don, et je donne, je reçois, et de cet échange, mais il y a naturellement une prise de conscience par rapport à la situation, d'envie d'agir. Je pense effectivement, et on est d'accord là-dessus, Bruno l'a dit, François aussi, je sais pas, les gens ne savent pas très bien comment agir, mais il y a une volonté d'agir. Et il y a différentes façons de contribuer, mais il y a un mouvement, je pense, une prise de conscience autour de ça, et je pense que la RSE, les fondations, les engagements dans les entreprises vont être obligés nécessairement d'être revisités à l'aune de ce qui est en train de se passer. Ma conviction, c'est que les fondations, les véhicules, les politiques, les stratégies des entreprises, des organisations et les véhicules qui les associent à la question de, outre la redéfinition de l'engagement, qui était d'ailleurs quelque chose qui avait été amorcé avant qu'on vive le cauchemar, là, c'était déjà un mouvement du balancier qui faisait qu'on parlait de plus en plus d'engagement et la question de l'intérêt général à travers l'engagement, engagement des collaborateurs, vision des clients, symétrie entre ce que je vends, ce que je fais, et capable de se reconnaître entre ce que je vends et la manière dont, évidemment, je traite mes collaborateurs. Essentiel. Mais il y a un pivotement indispensable, inéluctable, des mouvements, des fondations et des engagements RSE qui vont nécessairement questionner l'intérêt général. J'en viens à la chute. Pour ma part, je pense que si je fais référence au constat dont je vous parlais tout à l'heure à travers la question du tableau de bord, enfin de ce que révèle le tableau de bord, et que la crise révèle finalement de façon très forte, cristallise et met en relief ces questions de fragilité. Il est possible aujourd'hui, de façon assez humble, de mobiliser un certain nombre d'acteurs dans un jeu qui est évidemment d'être d'accord pour faire ensemble et pas d'opposer les logiques, parce que sans ça, quand on a un marteau dans la tête, tous les problèmes prennent la forme de clous. On n'est évidemment pas à cet endroit-là. Il y a une responsabilité collective à pouvoir rendre accessible et permettre. Et ce n'est pas une question de réforme des services de l'État, ni de réformer la prestation machin, mais pour sortir la tête de l'eau de la personne dont parlait tout à l'heure Bruno, il est fondamental et possible de redéfinir d'une certaine façon une réponse en termes d'intermédiation sociale qui permet de mieux accompagner et de mieux orienter la personne en la prenant en charge globalement vers ce type de réponse pour rompre en particulier la schizophrénie dans laquelle elle était, sans pour autant forcément réparer tout. Et d'ailleurs, toute la question est de la réponse effective à la situation de cette personne. Est-ce que la réponse effective est plus dans le fait qu'elle ait pu recréer une entreprise, qu'elle soit remise sur les sentiers de la confiance, ou qu'elle ait eu l'écoute et le bénéfice de l'écoute qui lui a permis de se restaurer dans cette démarche. Et donc, il est possible aujourd'hui d'avoir une démarche d'intérêt général et de convergence, en tout cas moi je m'emploie à ça, d'essayer de porter une démarche plus large pour permettre aux gens qui soit basculent, soit n'ont plus accès, soit partiellement entrent dans une espèce de processus de décrochage, d'avoir une réponse d'accompagnement social et humain, en ayant le phénomène de celui qui dit il y est, comme on dit dans la cour de récréation, c'est mobiliser des acteurs qui se reconnaissent de ces démarches-là par l'action d'un acteur privé qui se reconnaît d'une démarche d'utilité et d'intérêt général, et aux côtés de l'action publique, pas en lieu et place de l'action publique, et pour la raison toute simple, c'est que pour que l'action publique puisse faire son job, comme je le disais tout à l'heure,
c'est qu'il faut d'une part accompagner les gens qui rendent le service au public, parce qu'ils sont eux-mêmes dans cette problématique de la fracture et des fragilités dont je parlais, et d'autre part, réguler le flux, si j'ose dire, ou le ressac dont parlait Bruno et que vit François bien avant d'ailleurs, si on parlait du décrochage scolaire, bien avant l'aventure. Mais là, ne parlons même pas des conséquences. Donc oui, il est possible, avec humilité, d'engager une action d'intérêt général, et je fais un appel sur ces questions pour ceux ou celles qui seraient intéressés pour contribuer à cette action, qui est une démarche, bien entendu, qui passe par la capacité à promouvoir et à être convaincu de cet engagement-là, mais aussi à la capacité à le financer, très modestement d'ailleurs, parce que, encore une fois, ça coûte plus cher de ne pas répondre aux besoins des situations de fragilité des gens que de répondre à ces besoins-là. Et donc, même dans le calcul économique, bon. Et ça participe, me semble-t-il, et ça renforce, et c'est une façon d'être en économie circulaire. Je suis un peu long, désolé, mais ça renforce de fait aussi ma propre raison d'être, moi en tant qu'entreprise, si je participe, et je me reconnais de ça, nécessairement collectivement, parce que je vise à créer ce fonds de pérennité sur ces questions. Mais ça peut renforcer, et ce n'est pas choquant, que ça renforce ma propre raison d'être en tant qu'acteur économique, si je suis un acteur économique, une grande marque. C'est ce que disait d'ailleurs, je ne sais plus si c'est François, c'est Bruno, qui disait, en prenant le couple associatif entreprise avec Decathlon. Bruno, au travers de ton engagement au sein de l'association 60 000 rebonds, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux dirigeants d'entreprises qui vont malheureusement cette année être assez nombreux à connaître des défaillances? Oui, j'ai quelques conseils, je vais être rapide. La première, c'est que dès que les difficultés apparaissent, ne restez pas seul. Ne restez pas seul comment? D'abord, je crois que le monde des entrepreneurs, il est très solidaire. Et je serais étonné que dans votre entourage, il n'y ait pas des entrepreneurs qui seraient prêts à réfléchir avec vous, vous donner un coup de main. Et puis, ne restez pas seul, parce qu'il existe aussi en France des choses formidables qu'on connaît trop peu quand on est entrepreneur et dirigeant. Ce sont les procédures de prévention des tribunaux de commerce. En gros, c'est quoi? C'est que même avant le dépôt de bilan, dès que les difficultés arrivent, un entrepreneur, un chef d'entreprise peut demander un rendez-vous avec le président du tribunal de commerce. D'ailleurs, les tribunaux de commerce sont très mal dénommés parce que ça fait peur, le tribunal, alors que les tribunaux de commerce sont là, certes, pour arbitrer les conflits entre les entreprises, mais aussi pour gérer les situations difficiles des entreprises. Et donc, on peut obtenir un rendez-vous avec le président du tribunal de commerce en toute confidentialité, personne ne le saura, et le président du tribunal peut activer des procédures qui vont mettre l'entreprise en protection. Donc ça, je discute souvent avec des présidents de tribunaux de commerce qui me disent « mais c'est dommage que les entrepreneurs ne le sachent pas, parce que plus on s'occupe des difficultés tôt, plus on a de chances de sauver l'entreprise ». Voilà, ça c'est le premier conseil si on en est au début des difficultés. Pour les entrepreneurs qui malheureusement vont probablement déposer le bilan, il y en aura, et il y en aura plus qu'avant, et finalement pour lesquels le dépôt de bilan va aboutir à la liquidation judiciaire, là encore, je leur dis, ne restez pas seuls, parce que bien souvent, on perd tout. Quand on a laissé les clés de l'entreprise sur le comptoir du juge, en fait, on repart, l'entreprise n'est plus à nous, on n'en a plus la responsabilité, c'est le liquidateur qui va gérer ça. Et en fait, c'est là que on découvre tous les soucis qui vont arriver en chaîne derrière. Et en fait, j'invite ces entrepreneurs à s'adresser notamment à l'association 60 000 rebonds. Il y en a dans beaucoup de régions en France, parce que ça va être important d'être accompagné pour soigner le bobo en quelque sorte, hein, parce que beaucoup d'entrepreneurs veulent rebondir très vite. C'est normal, ils ont un peu de stress pour le lendemain, mais en fait, en voulant rebondir très vite, sans nettoyer la plaie, sans enlever les gravillons qui se sont logés dans la plaie, sans couper les peaux, la cicatrice va être beaucoup plus longue. Et donc, 60 000 rebonds peut vous aider
à vivre ce moment de deuil, à vous reconnecter à vos talents, à vous faire confiance et à rechoisir. Faire un bilan, j'appelle pas ça un bilan de compétences, mais un bilan d'envie, ce qui me paraît beaucoup plus important. Voilà, donc en gros, c'est ne restez pas seul. On parlait tout à l'heure de l'importance de la relation. Mais dans ces moments-là, c'est encore plus important. Merci Bruno pour ces conseils. Ce que je vous propose pour clore cette émission, c'est en un mot de donner un conseil ou de faire une invitation pour ceux qui nous écoutent, faire en sorte que 2021 soit bel et bien l'année de la solidarité et que l'on n'ait pas un retour à la normale qui ne permette pas l'émergence de nouveaux modèles. Oui, alors ça va être difficile de faire court, mais je dirais un peu pour résumer tout ce que j'ai pu entendre et que je partage, évidemment, c'est la question démocratique. Pour moi, elle est au centre un peu de tous nos échanges. La démocratie, elle doit évoluer, elle doit s'adapter aux enjeux d'aujourd'hui. Nous n'avons plus affaire à la même société que l'après-guerre ou qu'il y a un siècle, et nous avons affaire à des enjeux qui sont extrêmement complexes, interconnectés. Les dangers sont là, mais aussi les solutions. Donc, développer la démocratie et qui permettra de regarder un petit peu moins en haut, mais regarder autour de soi. Donc, faire avec au niveau local, faire avec les enseignants, avec les parents, avec les entreprises, avec les artisans, faire avec toutes les parties prenantes, les représentants de l'État, chacun à sa place, chacun pouvant apporter, contribuer à améliorer finalement et trouver les solutions qui seront adaptées au local et qui aussi auront, pour notre part, en tout cas pour notre réseau, d'essayer à chaque fois que faire se peut, d'y intégrer la dimension de la jeunesse, qui est toujours oubliée. Il faut intégrer les jeunes dès le plus jeune âge dans tous les processus et dans toutes les actions qu'on peut mettre en place sur les territoires, dans une volonté de transfert des connaissances. Et c'est pour ça qu'aussi, je pense qu'il faut aussi redoubler de coopération avec le monde de la recherche et de la science, qu'elle soit plus proche du terrain et des aspirations de nos concitoyens. Alors moi, je ne sais pas si je vais donner un conseil à ce sujet-là, mais peut-être faire une observation, une réflexion. Ce que j'observe autour de moi, c'est qu'il y a presque deux catégories de personnes. C'est un peu tranché ce que je dis, mais il y a des personnes, notamment on voit ça avec l'échange des vœux, des personnes qui ont envie de béner l'année 2020 et de se dire maintenant on passe à autre chose. Et puis je sens aussi que certaines personnes sont plus en réflexion sur qu'est-ce qu'elles veulent changer dans leur vie. Et c'est sans doute des personnes qui étaient déjà en réflexion au moment où le Covid est arrivé. C'est des gens qui sont déjà en chemin de réflexion. Donc peut-être c'est de se dire, en fait, on a une capacité inouïe, nous les humains, à se mobiliser. Et donc j'invite peut-être chacun d'entre nous à se demander quelle sera sa contribution, si petite soit-elle, à la solidarité ou la fraternité dont je parlais tout à l'heure. Pour le coup, je serai vraiment très court. Je pense que 2021 doit être pour moi, enfin, on va le dire autrement. Je pense qu'on ne peut pas ignorer, il serait malhonnête d'ignorer que les semaines et les mois qui se présentent à nous vont être quand même un peu compliqués si effectivement on n'agit pas. Et que pour autant, pour moi, l'année 2021, ce qui se présente à nous, soit suffisamment mémorable pour considérer que, ou nous faire paraître que ce que nous venons de vivre ces 10 derniers mois, donc l'année écoulée, apparaissent comme un tremplin pour finalement créer, parce que je pense que les circonstances aujourd'hui, au-delà de tout ce qui a été dit et partagé avec Bruno et François et Michael, les circonstances nous obligent. Et finalement, personnellement, je pense que l'immobilisme est absolument impossible dans la situation dans laquelle on est. Alors c'est évidemment facile à dire quand les gens sont dans le corner, dans les cordes, mais je resterai sur les circonstances nous obligent à bouger ou nous obligent à créer.
et finalement dans une nature qui reprend ses droits. On va dire ça comme ça. Bien, François, Bruno, Serge, un grand merci pour ces échanges. Et restez connectés pour la partie questions-réponses qui suivra juste après la diffusion de l'émission. Merci encore. Merci à tous. Merci. Merci à tous.